Nanon. Vous voici enfin. C'est bien heureux, en vérité. Je pensais que vous ne reviendriez plus. Le dîner vous attend depuis un quart d'heure, et mademoiselle Pélagie n'est pas trop contente, je vous en avertis. Le curé, avec bonté. Ni vous non plus, à ce qu'il semble, ma vieille Nanon. Mais, cette fois, ce n'est vraiment pas de ma faute. Nanon. Ce n'est jamais de votre faute. C'est connu. Vous avez toujours quelques bonnes raisons à donner. Le curé. Mais si ma raison est bonne, je ne suis pas coupable. Nanon. Là. Voilà encore une de vos excuses entortillées. On n'a jamais le dernier mot avec vous. Le curé. Excepté vous, qui me grondez toujours et jusqu'à ce que je sois à bout de raisonnement. Nanon. Parce que vos raisonnements ne valent pas de liard. Et pourquoi m'amenez-vous, Caroline? Et pourquoi êtes-vous en retard? Vous ne vous êtes pas encore expliqué là-dessus. Le curé. J'amène Caroline pour dîner et pour coucher, et... Nanon. En voilà-t-il une idée? Vous n'avez peut-être pas assez de monde dans la maison? Où voulez-vous que je la mette? Est-ce que j'ai une chambre à lui donner? Faut-il que je lui donne la mienne et que j'aille coucher dans la niche au lapin? Le curé, avec gaieté. Non, non, ma vieille grondeuse, vous n'irez pas dans la niche au lapin, vous coucherez dans votre lit, et Caroline ne dérangera personne que Pélagie, qui l'aime et qui sera contente de l'obliger. Nanon. Et moi donc? Est-ce que je ne l'aime pas? Est-ce que j'ai jamais refusé de l'obliger? Mais pourquoi faut-il que vous nous l'ameniez, au lieu de la laisser coucher chez elle? Le curé. Parce qu'elle a besoin de soins et d'amitié après la scène à laquelle elle vient d'assister. Rose est morte dans ses bras, dans la prison, où cette bonne Caroline a passé son après-midi à la soigner et à la consoler. Nanon. Rose, morte. Tiens, tiens, tiens. Elle était donc bien blessée pour mourir si vite? C'est bien tout de même à Caroline d'avoir soigné cette méchante fille. Vous êtes une brave enfant, Caroline, le bon Dieu vous le revaudra. Nous vous soignerons bien ici. C'est vrai qu'elle est toute pâle et tremblante. Pauvre enfant. Caroline. C'est malgré moi que monsieur le curé m'a amenée, Nanon, je suis désolée de vous déranger, et je prie monsieur le curé de vouloir bien me permettre de me retirer. Je resterai avec mon frère ou j'irai trouver monsieur Delmy, qui est si bon pour moi. Nanon. Quel besoin avez-vous de monsieur Delmy, puisque vous êtes ici? Ne sommes-nous pas là, mademoiselle Pélagie et moi? Le curé. Mais c'est précisément vous qu'elle veut fuir, avez-vous assez grogné contre elle? Comment ne chercherait-elle pas un abri ailleurs, quand elle vous voit si maussade? Nanon. Voyons. J'ai eu tort. J'ai tort. Là? Êtes-vous content? Est-ce ça que vous voulez? Venez, Caroline, n'ayez pas peur, n'écoutez pas monsieur le curé, qui a toujours la bouche pleine de paroles qui n'ont pas de sens. Mais tout cela n'explique pas, monsieur le curé, pourquoi vous êtes rentré si tard. Le curé. Parce que j'ai assisté Rose à ces derniers moments. Fallait-il la laisser mourir sans confession? Nous allons y retourner, vous et moi, après avoir mangé un peu, vous pour l'ensevelir, et moi pour prier. Nanon. Je vois bien où vous voulez en venir. Vous voulez y passer la nuit, n'est-il pas vrai? Vous fatiguez, vous éreintez, comme vous faites toujours? Le curé. Je ne me fatiguerai pas, je ne m'éreinterai pas, et j'y passerai la nuit bien tranquillement à prier pour cette pauvre âme, afin que notre Seigneur lui fasse miséricorde. Nanon. Quel homme, quel homme! On n'a jamais le dernier mot avec lui. Il faut toujours qu'il ait raison. Si ce n'est pas de l'orgueil, cela, je ne sais pas ce que c'est. Le curé, avec gravité. C'est la simple charité d'un chrétien et d'un prêtre, ma bonne Nanon. Assez de discussions, et allons voir Pélagie. Nanon les précéda en grommelant, toujours bourrue, elle épouvantait ceux qui ne la connaissaient pas, mais sous cette apparence mauvaise elle cachait un cœur assez compatissant, une grande affection pour son maître et une grande bonne volonté à secourir les gens en détresse.
Aussi ne manqua-t-elle pas, en ajoutant un couvert pour Caroline, de préparer du vin chaud pour la remettre, et du café pour le curé. Elle eut soin d'apporter d'avance sa houppelande, pour qu'il n'eût pas froid la nuit, et de mettre dans une des poches sa grande tabatière, pleine de tabac frais. Pélagie reçut Caroline très affectueusement. Nous passerons une partie de la soirée au profit de la pauvre Rose, ma bonne petite Caroline. Demain, mon oncle dira la messe pour elle, et nous prierons bien avec lui, afin que le bon Dieu lui pardonne. Caroline remercia Pélagie de son bon accueil, elle mangea peu, le curé, plus habitué à ces scènes de mort, dîna suffisamment pour rassurer Nanon, qui aurait voulu lui voir avaler tout ce qu'elle avait servi sur la table. Mangez, mangez, monsieur le curé, songez donc que vous allez passer la nuit tout éveillé, car vous ne dormez guère quand vous priez, ce n'est pas comme moi, quand mon heure est venue, il n'y a pas de mort qui tienne, il faut que je dorme. Mais vous ne mangez pas. Voilà-t-il un beau repas? Une assiette de soupe et 2 bouchées de viande? Tenez, voici du jambon aux épinards, vous en prendrez bien un peu. Encore, quand ce ne serait que pour m'obliger. C'est donc pour me faire un reproche de ma mauvaise cuisine, que vous ne mangez pas? Ce n'est pas aimable, ça. À la bonne heure. Voilà une bonne tranche d'avaler. C'est toujours ça. Votre tasse de café, à présent, avec une goutte d'eau de vie. Le curé. Pas d'eau de vie, Nanon, je vous en prie. Nanon. Vous en aurez tout de même. Là, voilà que c'est versé. Vous ne pensez jamais à l'avenir. Si je n'étais pas là, moi, il y a longtemps que vous seriez en terre. Le curé. Ce ne serait pas un si grand malheur, Nanon. Nanon. Seigneur de Dieu. Pas un si grand malheur. Comme vous parlez. Toujours sans réflexion. Pas un malheur. Et que deviendraient les pauvres du quartier, et les malheureux, et les malades, et tous ceux qui ont besoin de conseils et de consolation? Et moi donc? Et votre nièce? Vous ne nous comptez pour rien. Faut-il être égoïste pour dire des choses comme ça? C'est que c'est méchant, vrai, c'est méchant. Pas un grand malheur. Et dire que c'est lui-même, lui, l'homme du bon Dieu, qui dit des choses comme ça. Tenez, monsieur le curé, permettez-moi de boire ce reste de café, avec une goutte d'eau de vie pour me remettre, vrai, je suis trop en colère. Le curé. Buvez, buvez, ma vieille Nanon. Est-ce que vous avez besoin de me demander la permission pour prendre n'importe quoi? Tout ce que j'ai est à vous comme à moi. Nous sommes de vieux amis, voici bientôt 20 ans que nous sommes ensemble, que vous me soignez, que vous vous fatiguez à mon service, que vous bataillez pour moi plus que vous ne feriez pour vous-même, que vous m'aimez, enfin, car ce mot résume tout quand il est joint à l'amour de Dieu. Nanon. Pour ça oui, que je vous aime et que je vous respecte, et que je vous vénère comme un saint, et que je donnerai pour vous ma vie avec toutes sortes de tortures, comme faisaient les anciens martyrs. Et la voix de Nanon, d'abord émue, puis tremblotante, finit par être entrecoupée de sanglots. Partons, dit le curé, qui voulut arrêter l'explosion attendrie de Nanon. Pélagie, je vous confie Caroline. À demain, mes enfants. Caroline. Monsieur le curé, recommandez bien mon frère aux soins du brigadier, je sais qu'il fera de son mieux, mais vous savez que Gribouille demande une surveillance toute particulière. Priez-le de ne pas le quitter jusqu'à mon retour. Le curé. Je m'acquitterai de votre commission, ma chère enfant, mais je puis vous répondre d'avance que la recommandation est inutile, le brigadier est un homme sérieux et bon, en qui vous pouvez avoir toute confiance. Gribouille est aussi en sûreté sous sa garde qu'il le serait sous la vôtre ou sous la mienne. Le curé partit avec Nanon. Cette idée de passer toute la nuit près de cette femme morte, disait-elle à mi-voix. Comme si ses prières n'étaient pas aussi bonnes dans sa chambre et dans son lit que dans cette maison maudite. Il faut toujours qu'il fasse comme personne. Est-ce que j'imagine, moi, de passer toute une nuit en tête-à-tête avec un mort? Agréable compagnie, en vérité. Et pourquoi faut-il que ce soit moi qui ensevelisse cette femme? Quel bien lui en reviendra-t-il? Qu'est-ce que j'en retirerai, moi? Ah! Mais c'est toujours comme ça. Il ne pense pas au mal que ça donne.
Il faut qu'on le fasse tout de même, parce que ça lui a passé dans l'idée. Nanon, vous avez de mauvaises idées, dit le curé qui l'entendait, bien qu'elle parlât bas dans ce moment. C'est une charité à laquelle je vous invite. Cette pauvre malheureuse, morte assassinée, en prison, repentante et abandonnée, a droit à votre compassion. Nanon. Je ne dis pas non, monsieur le curé, je ne dis pas non. C'est seulement des idées comme ça, qui me passent par la tête. Certainement je sais, que je suis une vieille maussade, une grognon, un mauvais caractère. S'écria-t-elle avec force. Je ne recommencerai plus, monsieur le curé, bien sûr, je vais marcher sagement près de vous. Le curé, suivi de Nanon, entra chez le brigadier, qu'il trouva avec Gribouille, tous deux finissaient leur repas du soir. Le médecin était venu aussitôt après le départ du curé, pour voir comment se trouvait sa malade, il ne fut pas surpris d'apprendre sa mort, et il fit son procès-verbal, constatant que le coup sur la tête avait été la cause principale du décès, elle avait, en outre, une côte cassée et plusieurs plaies sur diverses parties du corps. Quand le médecin fut parti, Gribouille se plaignit d'avoir faim. Le brigadier. C'est un mal facile à enlever, mon garçon, nous allons dîner, seulement nous mangerons froid, car je n'ai pas eu le temps de réchauffer mon dîner. Gribouille ouvrit son panier. Voici la moitié de poulet et les œufs que vous m'avez donnés ce matin, Caroline dîne chez le curé, moi je dîne chez vous, ce serait donc perdu, et c'est dommage, ce poulet a si bonne mine. Le brigadier. Tu n'as pas tort, mon ami. Mettons-nous à table et mangeons le poulet pendant que les œufs cuisent. Le brigadier tira de l'armoire du pain, une bouteille de vin, et, avec l'aide de Gribouille, le couvert fut bientôt mis. Gribouille mangeait et buvait avec une satisfaction évidente. Jamais je n'ai si bien dîné, dit-il. Jamais je ne me suis senti si content et si bien à l'aise. C'est comme s'il allait m'arriver quelque chose de très bon, de très heureux. Je vous aime bien, brigadier. Je vous aime, je ne sais pas comment dire ça, j'ai pour vous la même amitié que j'ai pour Caroline. Ça vous fait plaisir, n'est-ce pas? Le brigadier. Beaucoup, beaucoup, plus que je ne puis dire, mon bon Gribouille, dit le brigadier en souriant et en lui serrant la main. Gribouille. Vous avez l'air si bon, et puis on voit dans vos yeux toutes sortes de choses, si bonnes, si agréables. Le brigadier, souriant. Tu vas me donner de la vanité, Gribouille, avec tes flatteries. Gribouille. Flatterie. Vous appelez cela flatterie? Cela vous flatte donc? Tant mieux. J'aime à vous faire plaisir. Je ne flatte pas, moi, je dis vrai. Gribouille devint pensif, le brigadier réfléchissait de son côté. Il fut tiré de ses réflexions par Gribouille, qui lui dit. Brigadier, je n'ai pas dit adieu à Caroline, il faut que j'aille l'embrasser. Le brigadier. Tu ne peux pas sortir seul, Gribouille, il commence à faire nuit, je réponds de toi à ta sœur. Gribouille. Eh bien. Venez avec moi, vous direz aussi adieu à Caroline, elle sera bien contente. Le brigadier. Je ne peux pas, mon ami, il faut que je reste ici jusqu'à l'arrivée de monsieur le curé. Le devoir avant tout. Gribouille. Mais quand même le curé sera venu? Le brigadier. Alors je pourrai t'y mener, et, quand il fera nuit tout à fait, nous irons chez toi pour y passer la nuit et tâcher de prendre ce scélérat de Michel. Un de mes hommes y est déjà, caché dans le bûcher, nous deux nous entrerons dans la maison. C'est à ce moment que le curé et Nanon arrivèrent. Le médecin est-il venu, brigadier? Dit le curé en entrant. Le brigadier. Tout est fait et bien en règle, monsieur le curé, Nanon peut procéder à l'ensevelissement. Nanon. Comment voulez-vous que je m'en tire toute seule? Et dans cette prison encore, où on n'a rien et où on y voit goutte. Le brigadier. Pour y voir, Nanon, on y voit assez avec une chandelle, quant à un aide, je vais appeler la femme de mon camarade Prévost, qui vous donnera un coup de main. Le brigadier sortit, et rentra peu d'instants après, accompagné de la femme Prévost, qui était heureusement dans les bonnes grâces de Nanon, elles allèrent toutes deux à la prison, où elles commencèrent leur besogne. Mettez-vous là près de moi, brigadier,
dit le curé en s'asseyant, et causons d'une affaire sérieuse qui vous regarde. Le brigadier. Bien désolé de refuser, monsieur le curé, mais j'ai promis à Gribouille de l'accompagner jusque chez sa sœur, à laquelle il désire vivement dire adieu. Le curé. Mais il la verra demain. Laisse-nous causer, Gribouille, tu seras de la partie. Gribouille. Non, monsieur le curé, il faut que j'embrasse Caroline, si je ne l'embrassais pas ce soir, j'aurais comme un remords qui m'étoufferait. Le curé. Quel enfantillage! Tu oublies que tu as 16 ans et que tu deviens un homme. Gribouille. Est-ce une raison pour oublier ma sœur? Croyez-vous que je n'embrasserai plus ma sœur et que je la laisserai là, quand je serai un homme, comme vous dites? Le brigadier m'a promis de m'accompagner, parce qu'il ne veut pas me laisser aller seul la nuit. Je ne serai pas longtemps, allez, vous causerez plus tard. Le curé. À demain, alors, brigadier, car plus tard je serai à mon poste, à la prison, près du corps de la pauvre Rose. Le brigadier serra la main du curé en lui exprimant le regret de ne pas pouvoir lui tenir compagnie, et partit avec Gribouille. Quand ils arrivèrent au presbytère, le brigadier voulut rester à la porte et fit entrer Gribouille seul. Celui-ci ne tarda pas à revenir, il avait les yeux rouges. Le brigadier s'en aperçut. « Qu'as-tu, mon pauvre garçon? On dirait que tu as pleuré. » Gribouille. Oui, je n'ai pas pu m'en empêcher en disant adieu à Caroline, il me semblait que je lui disais adieu pour bien longtemps, je suis triste ce soir, je me sens tout autre que d'habitude, j'ai envie de dire adieu à tous ceux que j'aime, à monsieur Delmy, à monsieur le curé, jusqu'à Nanon, que j'aurais volontiers embrassé. La seule chose qui me console, c'est d'être avec vous, brigadier, ajouta-t-il en se rapprochant de lui et lui serrant affectueusement la main. Le brigadier. Tout ça n'est rien, mon ami, c'est parce que tu n'es pas habitué à être séparé de ta sœur. Du courage. Je dirais comme monsieur le curé, tu vas bientôt être un homme, il ne faut pas te laisser aller comme un enfant. Gribouille. Je tâcherai, je ferai ce que je pourrai, mais je ne peux pas. C'est comme un plomb que j'ai sur le cœur. Le brigadier lui passa amicalement la main sur la tête, Gribouille lui donna le bras et ils marchèrent en silence. La nuit était venue tout à fait noire. Sans s'en apercevoir, le brigadier avait de beaucoup dépassé la prison et se dirigeait machinalement vers la maison de Caroline et de Gribouille. Se voyant si près du but, l'obscurité leur facilitant l'entrée de la maison sans être vus, ils continuèrent à avancer, et ils ne tardèrent pas à arriver à la porte, dont Gribouille avait la clé. Le brigadier la prit des mains de son compagnon, l'introduisit sans bruit dans la serrure, et ouvrit avec précaution. Gribouille entra le premier, le brigadier le suivit pour refermer et verrouiller la porte. « Fermons les volets, dit-il, si la lune se levait, on verrait du dehors que les volets sont restés ouverts, et cela paraîtrait suspect. » Gribouille. Où allez-vous passer la nuit, brigadier? Le brigadier. Sur une chaise, mon ami, je ne suis pas ici pour dormir, mais pour veiller. Gribouille. Je resterai sur une chaise près de vous, je n'ai pas envie de dormir. Le brigadier. Couche-toi, au contraire, il est inutile de te fatiguer à veiller. Gribouille. Vous veillez bien, vous. Le brigadier. J'y suis habitué, moi. D'ailleurs, je veille pour mon devoir. Gribouille. Et pour ma sœur, comme moi, ne suis-je pas aussi son frère, moi? Ne dois-je pas vous aider à veiller pour elle? Et ne faut-il pas que je sois là pour raconter à Caroline ce que vous aurez fait et comment vous aurez pris Michel? Le brigadier. Fais comme tu voudras, mon ami, je n'ai pas le courage de m'opposer à ce que tu désires si vivement. Gribouille. Merci, brigadier, je vois de plus en plus que vous êtes mon vrai ami, vous me laissez faire seulement quand il faut, et vous faites bien, car j'ai dans le cœur ou dans l'esprit, je ne sais pas distinguer, quelque chose qui m'avertit que je vous serai utile cette nuit. Le brigadier. Mon bon Gribouille, tu me seras toujours utile, puisque tu me prouves ton amitié en veillant avec moi. Gribouille. Tiens. Ça vous fait donc quelque chose que je vous aime? Le brigadier. Non, pas quelque chose, mais beaucoup,
moi qui me suis trouvé orphelin dans mon enfance et qui n'ai jamais rencontré un véritable ami qui m'aima réellement, je suis très touché de l'amitié que tu me témoignes, mon pauvre Gribouille, tout jeune que tu es. » Comme il finissait ces mots, dit à voix basse, de même que tout ce qu'ils avaient dit précédemment, la porte en face d'eux, qui était celle du lavoir, s'ouvrit avec précaution, un homme portant une lanterne sourde entra à pas de loup, la porte ouverte laissait pénétrer assez de lumière pour que le brigadier reconnût Michel. Gribouille se serra contre le brigadier, qui n'avait pas bougé. Avant de s'engager plus avant dans la chambre, et aussi pour reconnaître la place du meuble qui devait contenir le petit trésor de la pauvre Caroline, Michel dirigea la lumière de sa lanterne sourde du côté où se trouvait le brigadier, il l'aperçut, et, poussant un cri de rage, il dirigea le canon d'un pistolet, qu'il tenait à la main, sur le brigadier, qui allait s'élancer pour le saisir. Gribouille, devinant l'intention de Michel, se jeta sur le brigadier, préservant de son corps la poitrine de son ami. Avant que le brigadier eût pu prévoir et prévenir ce mouvement, le coup partit et Gribouille tomba. « Je l'ai sauvé !» s'écria-t-il en tombant. « Caroline, je l'ai sauvée !» Gredin, s'écria en même temps le brigadier, qui s'élança à la poursuite de Michel. Il ne tarda pas à le rejoindre, car Michel, dans sa frayeur, avait fait fausse route et s'était engagé dans le jardin, entouré d'une haie d'épines. Il voulut se défendre avec un couteau qu'il dégagea de sa ceinture, mais le brigadier lui assena sur la tête un coup de poing qui l'étourdit et l'étendit par terre. « À moi !» cria le brigadier, en maintenant Michel, « à moi !» Des courroies pour lier le brigand. « Je le tiens !» Le camarade n'avait rien vu, mais le bruit du coup de pistolet l'avait attiré dans la chambre, où il avait trouvé Gribouille inondé de sang. Il se dirigea du côté où se faisait entendre la voix de son chef et les malédictions de Michel, revenu de son étourdissement. En 5 minutes Michel fut garrotté et laissé sous la garde du gendarme. Le brigadier courut au secours de Gribouille. Il ouvrit tous les volets pour laisser entrer le demi-jour que donnait la lune, elle venait de se dégager des nuages qui la cachaient. L'appartement se trouvait suffisamment éclairé pour que le brigadier donnât à Gribouille les soins qu'exigeait son état. Il l'enleva avec précaution, pour ne pas provoquer l'écoulement de sang, le déposa sur le lit qui avait reçu le dernier soupir de la femme Thibault, lui enleva ses habits imprégnés de sang et banda fortement sa blessure avec son mouchoir. Lorsque le sang cessa de couler, Gribouille, qui s'était évanoui, reprit connaissance. En ouvrant les yeux, il aperçut le visage ému et consterné de son ami penché sur lui et bassinant ses tempes et son front avec de l'eau fraîche, seule chose qu'il eût pu trouver dans cette maison si récemment inhabitée. « Brigadier, je suis content, je vais mourir. C'est pour vous, je suis heureux. Je vous aime bien, dit-il d'une voix haletante. Tais-toi. Pour Dieu, ne parle pas. Chaque parole que tu dis fait couler ton sang. Gribouille. Mon ami. Mon pauvre ami. Quel dévouement. Quel courage. Que faire, mon Dieu, pour te secourir? Je ne puis te laisser seul. Je ne puis laisser Michel sans surveillance. » Le pauvre brigadier, en proie à la plus vive émotion et à la plus terrible inquiétude qu'il eût éprouvée de sa vie, réfléchissait sans rien trouver et priait Dieu de lui envoyer une bonne inspiration. Elle vint, cette bonne inspiration, un rayon de joie éclaira son visage, il courut à la fenêtre et l'ouvrit. « Prévôt !» cria-t-il, « amène ici ton prisonnier, s'il fait du train, bâillonne-le. » Prévôt. Je crois bien qu'il en fait, il jure comme un templier. Le brigadier. Bâillonne-le et traîne-le jusqu'ici. Prévôt ne se le fit pas dire 2 fois, il comprima la bouche du prisonnier avec son mouchoir et le traîna plus qu'il ne le porta jusque dans la salle où était Gribouille mourant, sous la garde de son ami. Prévôt. Où faut-il le mettre, brigadier? Le brigadier. Par terre, comme un chien qu'il est. Va vite à la prison, raconte à M. le curé le malheur qui vient d'arriver, prie-le de venir vite, puis cours chercher le médecin et amène-le de gré ou de force. Pars, je réponds de l'assassin. Le gendarme partit, le brigadier s'approcha de Michel, examina les liens qui l'attachaient, les resserra. Michel roulait des yeux terribles, mais le brigadier ne le regarda même pas.
Il vint s'asseoir près du lit de son jeune ami blessé et se plaça de façon à avoir l'œil sur le prisonnier en même temps qu'il ne perdit pas de vue Gribouille. « Je voudrais voir monsieur le curé, dit Gribouille. Le brigadier. Il va venir, mon cher ami, je l'ai envoyé chercher. Gribouille. Merci. Quand il fera jour, je voudrais voir. Caroline. Le brigadier. J'irai la chercher et je te l'amènerai moi-même. Gribouille. Vous ne l'abandonnerez pas, brigadier. Vous serez son frère, à ma place, vous ne la quitterez jamais. Dites, mon ami. Dites. Le brigadier, avec feu. Jamais, jamais, je te le jure. À moins qu'elle-même ne le veuille pas. Gribouille. Elle le voudra bien, elle vous aime bien, je l'ai bien vue, elle souriait toujours, quand je lui disais que vous viendriez la voir. Le brigadier. Gribouille, tu parles trop. Tu feras saigner ta blessure. Gribouille. Non, non, ça me fait du bien d'avoir dit ce que j'ai dit. Pauvre Caroline. Vous lui direz de ne pas pleurer, que vous l'aimerez bien, que vous serez son frère. N'oubliez pas. Gribouille ferma les yeux, le brigadier le contemplait avec attendrissement. Jamais, se dit-il, jamais je ne me suis senti aussi ému, aussi troublé. Pour un rien, je pleurerais comme un enfant. Ce pauvre garçon. Se jeter entre moi et le feu qu'il voyait venir. Donner sa vie pour sauver la mienne. Pauvre garçon. Où trouverai-je un ami pareil? Il me demande de ne pas quitter sa pauvre sœur. Certainement je me dois à elle, pour compenser autant qu'il est en moi la perte qu'elle fait aujourd'hui. Et puis quelle piété! Quelle douceur! Quelle bonté! Et quel dévouement pour son frère! Quel ordre dans son ménage, dans ses dépenses! Quelle modestie dans sa toilette! Brigadier, dit Gribouille en s'éveillant, j'ai vu maman, elle m'attend, comme l'autre jour, elle vous fait dire, qu'elle vous bénit, que vous serez son fils, et mon frère, car vous serez mon frère. Le brigadier. Oui, mon bon Gribouille, je serai et je suis ton frère, mais ne parle pas, tu te fais mal. Gribouille. Non, non, quand j'aurai vu Caroline, je pourrai mourir. Le brigadier tressaille, Gribouille sourit. Gribouille. Pourquoi avez-vous peur? Je suis content de mourir, ça ne fait pas de mal. On est si bien, là-haut. Maman est si heureuse et si belle, ils sont tous comme des soleils. Il n'y a que Jaco, qui est sale, et laid, oh. Mais laid, on le chasse toujours, je riais, tout à l'heure, il avait l'air si en colère. Et Gribouille sourit encore au souvenir de la laideur et de la fureur de Jaco. La porte s'ouvrit et le curé entra tout ému. C'est donc vrai, mon pauvre Gribouille, dit-il en approchant du mourant. Gribouille. Pas pauvre, très heureux, monsieur le curé, pensez donc. Je l'ai sauvé. Quel bonheur! Caroline ne sera pas seule, le brigadier m'a promis. N'est-ce pas, mon frère? Le brigadier. Oui, mon ami, et devant monsieur le curé je te renouvelle cette promesse qui fera mon bonheur, d'être, non pas le frère, c'est impossible, mais le mari de Caroline, ta bonne, excellente et sainte sœur. Gribouille. Son mari. C'est vrai, c'est encore mieux. Il y aura une noce, j'y serai, avec maman, mais on ne nous verra pas. J'y serai, bien sûr, et je vous protégerai. Brigadier, dit le curé, profitez de ce que je suis ici pour aller chercher 2 de vos hommes afin d'emporter votre prisonnier, j'irai le voir dans sa prison. Prévost ne va pas tarder à amener le médecin, c'est moi qui garderai Gribouille. Le brigadier sortit avec précipitation, alla chercher 2 gendarmes et revint avec eux pour leur livrer Michel et leur recommander de le surveiller de près, afin qu'il ne puisse échapper. Le brigadier. Nous voilà débarrassés de la présence de ce monstre, dont la vue m'étouffait. Si jamais j'ai senti de la haine contre quelqu'un, c'est contre cet assassin de mon pauvre Gribouille.
Le curé. Mon cher enfant, si vous voulez devenir un bon et vrai chrétien, il faut apprendre à pardonner à tous ses ennemis. Le brigadier. Pardonner à l'assassin de mon frère et de mon ami, c'est, je le crains, au-dessus de mes forces. Le curé. Vous y arriverez, mon ami, quand vous aurez sous les yeux l'exemple de la charité inépuisable de celle que vous nommiez tout à l'heure la Sainte Caroline. Le brigadier. Oui, monsieur le curé, oui, vous lui direz qu'elle me rendra meilleure, que j'ai besoin de son aide pour le devenir. Le curé. Je le lui dirai, mon ami, mais je crois qu'elle ne vous trouve pas trop mauvais tel que vous êtes. Le médecin, si impatiemment attendu, arriva enfin. Il prit la main du blessé, se rapprocha pour écouter sa respiration, et examina la blessure. Le visage n'est pas mauvais, dit-il, tout dépend de la profondeur de la plaie. S'il n'y a pas de prédisposition morbide, nous pourrons arriver à une solution heureuse. Le curé. Monsieur Tudou, de grâce, dissipez nos incertitudes sans perdre de temps, et pansez la plaie du pauvre Gribouille. Monsieur Tudou. Vous êtes impatient, cela se comprend. Voyons la blessure et suivons le trajet de la balle. Il tira ses instruments, sonda la plaie et trouva que la balle s'était arrêtée dans la colonne vertébrale, d'où il était impossible de l'extraire. Il jeta au brigadier un regard significatif et lui dit tout bas, « Il est perdu, il ne passera pas la journée, que aime le curé le confesse et qu'on fasse les volontés du blessé, tout ce qu'il voudra qu'il parle, qu'il se taise, qu'il boive, qu'il mange, rien n'y fera. » Le brigadier jeta un regard douloureux sur le pauvre Gribouille, qui avait conservé son air calme et souriant. « Monsieur Tudou. Souffrez-vous, jeune homme ?» Gribouille. Un peu, pas beaucoup, seulement dans le dos, quand je me remue. Monsieur Tudou. Votre esprit est-il tranquille? N'avez-vous rien qui vous inquiète, qui vous agite? Gribouille. Non, non, je suis très content, j'ai sauvé mon ami. Croyez-vous que je vais mourir? Monsieur Tudou. Je ne puis rien affirmer, peut-être pourrez-vous en revenir. Gribouille. Vous croyez? Eh bien. Moi je dis, que je serai mort, aujourd'hui. J'ai vu maman. Elle me l'a dit. Les anges, me l'ont dit aussi. Je suis très content. Je voudrais voir. Caroline? Voici le jour, brigadier, mon frère, dites-lui, qu'elle vienne, je veux lui parler, et l'embrasser. Le brigadier. Ne serait-il pas mieux, monsieur le curé, que ce fût vous qui alliez chercher et prévenir la pauvre Caroline? Je resterai ici, près de Gribouille. Le curé. Tout à l'heure, laissons assez. Caroline 1 heure de repos encore. Je vais rester près de ce pauvre enfant, j'ai à causer avec lui, éloignez-vous, brigadier, ce que j'ai à dire et à entendre doit rester entre lui et moi. Le brigadier s'éloigna avec le médecin, qu'il reconduisit pour le questionner sur l'état de Gribouille. Monsieur Tudou persista à dire que la journée ne se passerait pas sans qu'il fût rappelé pour constater le décès, que le blessé allait tomber bientôt dans un assoupissement entrecoupé de légères convulsions, et que la mort serait douce et prompte.